Pour vérifier la chaîne fonctionnelle du module de transmission là, par fibre optique, je vais utiliser une petite carte d'évaluation de chez NXP, la FRDM KV11. C'est la carte d'évaluation du microcontrôleur que j'utilise dans le CU, sur lequel j'ai monté sur l'UART1 en réception le module Sharp pour fibre optique, en Toslink. J'ai monté sur le convertisseur analogique numérique 0 sur son entrée 6, accessible ici, un potentiomètre de 10K là, qui va me donner une valeur de 0 à 3 volts 3. Et ici, on a la sortie de FTM2, canal 1 de mémoire, voilà, qui va être configuré en PWM et qui va rentrer ici dans un filtre RC de 680 ohms 470 nano pour avoir la composante continue du PWM qui va être disponible sur ces deux fils-là et à envoyer donc à l'intérieur de l'EFIS, et on va pouvoir voir ce qui se passe et comment mettre tout ce petit monde d'accord. Alors dans un premier temps, je vais valider les trames optiques, la réception du buffer des trames optiques, et dans un second temps, comme je n'ai pas tous les capteurs, je vais me servir du potentiomètre pour injecter des valeurs, comme si c'était un capteur. Voilà. Le programme qui gère le module est pas bien lourd, hein, il fait moins de 2 kilooctets comme on le voit ici. Je vais me servir du DAC, là pour l'instant il est entre parenthèses. L'UART1 bien sûr, qui est configuré avec une horloge à 50 MHz divisé par 2 pour l'UART1. Donc ça me fait un coefficient diviseur un petit peu tordu du fait de la formule et du quartz qui n'est pas un multiple de 2 exposant quelque chose. Donc là j'ai vraiment un fractionnaire qui s'approche avec un arrondi, mais ça fera l'affaire vu qu'on transmet peu de données. Donc l'UART1 ici est programmé en réception et déclenche des interruptions à chaque fois que l'on reçoit un caractère. Donc c'est du 9600 baud, 8 bits, 1 bit de stop, pas de parité, hein, le grand classique, pour être conforme à ce qu'on envoie. Au niveau réception, il y a l'inversion, et c'est ici que ça se passe. Voilà, c'est dans ce registre-là où on inverse la réception, toujours pour des questions d'allumer la LED uniquement quand les bits sont transmis. Donc c'est ici que ça se configure. Là, les convertisseurs analogiques numériques, on en a besoin pour la valeur du potentiomètre. Donc on a fait une conversion 12 bits moyennée sur 32 valeurs. C'est pareil, ça doit générer une interruption pour sauvegarder la valeur lue dans une RAM qui s'appelle potentiomètre, hein, tout simplement. Donc, ensuite, le low power timer, ça, on en a besoin pour faire de la détection intertram. Alors ça, c'est assez important parce que c'est une astuce de fonctionnement. Disons que les trames durent 33 millisecondes et sont répétées toutes les 142 millisecondes. Donc on va paramétrer le power timer à 80 millisecondes. Pourquoi? La durée intertram est de 109 millisecondes. Donc dès lors qu'on va avoir une certaine inactivité, ce timer-là ne sera pas remis à zéro. Donc il va déclencher une interruption. Et cette interruption-là va initialiser les pointeurs du buffer, éteindre les LED, la LED rouge qui signale des trames avec une erreur, la LED verte qui indique un transfert correct de valeur de trame, et la mise à jour des valeurs du potentiomètre dans le PWM. Voilà. Parce que ça sert à rien de mettre à jour le PWM de manière plus fréquente du fait qu'il n'y a pas de nouvelles valeurs fraîches. Donc voilà pour le LPTMR, ça c'est FTM2, donc lui il est configuré pour être en PWM avec une fréquence d'incrémentation de son compteur au maximum, et je les paramètre pour avoir un modulo 10 bits, puisque ça sert à rien d'avoir des résolutions extraordinaires, on pourrait même se satisfaire de 8 bits. Les valeurs transmises sont sur 16 bits, donc on aurait une dynamique de 16 bits, mais à l'affichage, comment dirais-je, apprécié à l'œil sur un bar graphe, une résolution de 4095 valeurs, c'est quasi impossible. Si on regarde un cadran à aiguille et qu'on arrive à discerner une centaine de positions de l'aiguille, c'est déjà bien. Donc à la limite, 7 bits suffirait. Bon, on va mettre 10 bits parce qu'on les a, mais bon, c'est vraiment très luxueux. Surtout, ça permet d'avoir un fonctionnement de PWM avec des fréquences
un peu plus élevé, puisque plus on a de profondeur de bits, moins la fréquence est élevée, et du coup au niveau du filtrage pour récupérer la partie continue de la composante de signal, bah, c'est un peu plus compliqué, ça demande des plus gros condensateurs et des temps de réponse un peu trop importants. Qu'avec 10 bits, on garde quand même une très très bonne résolution et on a un PWM assez rapide. Voilà pour l'optimisation du PWM. SysTick, l'horloge système, ça sert pour faire des pauses. On configure les ports pour avoir accès à la LED qui se situe sur le module d'évaluation. C'est une LED RGB. On va utiliser la LED rouge, la LED verte, le port PTC3 pour la réception de l'UART, PTC2 pour la sortie PWM, PTC1, puis un autre port, je m'en suis servi pour faire des tests de mesure. Il y a 3 petits boutons poussoirs sur ces cartes d'évaluation, un pour le reset et 2 à usage général, donc SW2 et SW3 ici sont programmés pour pouvoir leur trouver une fonctionnalité plus tard. Et PT1, c'est un autre port qui me sert de test. Et ici, un pointeur, le pointeur de réception du buffer qui va être initialisé à son début. Là où tout commence, c'est-à-dire Asm Startup, la première instruction qui est lancée lorsqu'il y a un reset, bah, c'est toujours pareil, on désactive le watchdog, on paramètre la clock system pour faire fonctionner l'horloge à 50 MHz, donc on utilise la FLL en interne. Ça, je vous invite à regarder les précédentes vidéos qui expliquent comment cela fonctionne dans le détail. Tout ça, c'est pour pouvoir configurer l'horloge système à 50 MHz. Là, c'est l'activation des périphériques qui nous intéresse. Et là, c'est l'initialisation de toutes les valeurs qu'on a passées en revue là tout de suite. On met à 0 la RAM qui nous intéresse. On fait la calibration des convertisseurs analogiques numériques et on déclenche les 3 interruptions du timer low power, des conversions et de la réception de caractères. Une petite pause, on initialise le timer low power, LPTMR, et on a un programme de fond qui est super compliqué, qui est un Toto GoTo Toto. Voilà, donc ça boucle ici en continu, le programme de fond. Donc ça fonctionne uniquement l'interruption, au premier rang duquel l'interruption LPTMR. Première chose qu'elle fait, eh bien, c'est elle reset le LPTMR, elle initialise les buffers, elle éteint les LED et met à jour CH2 du potentiomètre 2. En parallèle, à chaque fois que le convertisseur a fini une mesure, eh bien, on rafraîchit la valeur dans la valeur potentiomètre. Et lorsque l'on reçoit des caractères, qu'est-ce qu'on fait? Bah, dès qu'on reçoit un caractère, on reset le LPTMR, ça évite qu'il déborde et qu'il déclenche une interruption. On prend le caractère, on regarde le pointeur du buffer, on incrémente. Quand on arrive à la fin du remplissage du buffer, on fait le transfert. Avant de faire le transfert, on calcule le CRC du buffer. Donc tout ça, on initialise le périphérique de calcul du CRC. On initialise le buffer, on lit les valeurs, on écrit dans le périphérique de calcul du CRC, on passe en revue tout le buffer. Et là, on regarde si oui ou non il y a eu erreur ou pas. Donc je le rappelle, il y a une erreur si la valeur du CRC final après la lecture totale du buffer est différente de 0. Donc si c'est différent de 0, hop, on part ici, on allume la LED rouge, on éteint la LED verte et on initialise tout le système. Et si c'est bon, ici, eh bien, on va prendre toutes les valeurs du buffer et on va les transférer dans une zone mémoire où toutes les données ont été validées pour pouvoir être exploitées ensuite et transférées en PWM. Et aujourd'hui, on va simplement vérifier que ces histoires de filtrage de PWM fonctionnent bien et comment implanter une sortie PWM de telle manière à ce que les fils puissent lire les valeurs, admettons pour qu'elles soient représentatives de 0 à 3 volts 3. Alors, j'ai une sonde sur la sortie PWM, là, après filtrage. Ici, on a le PWM, qu'on retrouve sur le canal 1. Donc en fréquence, si je vérifie, voilà, j'ai 49 kHz à peu de choses près. La trace bleue qui part d'ici jusqu'à 3 volts 3, là, 0,5 volts par carreau, c'est la sortie du filtre. Et l'on voit, lorsque je fais varier le PWM, du fait du filtrage, on rejoint 0 volts sur la trace bleue, avec un PWM à 0 et un PWM à 50%. On a 3 volts 3 divisé par 2,
et si je monte jusqu'à 3,3 V avec 100% de PWM, voilà, je suis au maximum. Alors on peut regarder l'ondulation sur la voie 2. Pour ça, on va faire un couplage alternatif. On va le mettre là-dessus. On va augmenter la sensibilité. Donc là, on est à 20 mV par carreau. Donc l'ondulation est maximum pour un PWM à 50%. Donc on voit ici, on a 20, 40, allez, à peu près 50 mV d'ondulation dessus. Et on voit qu'en fonction du rapport cyclique, l'ondulation diminue, on n'a plus que 20 mV, et pareil quand on va vers les 100%. Voilà, l'ondulation diminue. Et elle est maximum pour un PWM à 50%. Alors évidemment, ça, quand on regarde par rapport à du 3,3 V, voilà, si je mets 50 mV par carreau, la masse à ce niveau-là, un couplage DC, et que je regarde avec une base de temps de 5-10 millisecondes, bah, le bruit, toc, le bruit est bien présent, et comme je fais un rafraîchissement de valeur, voilà, tous les cycles de trame, eh bien on voit, voilà, on voit un palier, et chaque palier a la période de l'échange des trames. Voilà, quand je tourne rapidement. Voilà, le fonctionnement est bien conforme aux attentes. La LED ici va indiquer une lumière verte quand les trames reçues sont bonnes, rouge quand elles sont mauvaises. Là, j'ai ma fibre de réception. Le côté émission, je vais attraper la fibre. Il est ici. Et je vais l'approcher de manière à essayer de générer des erreurs. Donc, voilà. On voit ça clignote vert, les trames sont bonnes. Et si j'insère tout doucement la fibre, voilà, hop, on le voit brièvement, j'arrive à avoir des informations des trames mauvaises. C'est assez délicat pour avoir les trames mauvaises, mais on voit la LED qui s'allume rouge quand c'est mauvais. Hop, une autre, et voilà, tout plein. Mais c'est assez difficile, parce qu'on reçoit ou on ne reçoit pas, et comme tous les signaux sont mis en forme avec des hystérésis, etc., en général, quand ça reçoit des trames, c'est assez efficace. Alors, côté Dynon, comment ça va se passer? Eh bien, on va utiliser le module d'acquisition des paramètres moteurs. C'est ce qu'ils appellent ici l'EMS. Voilà, jolie chose. Alors, il a deux connecteurs. Un connecteur ici en DB25 femelle qui est réservé au thermocouple J et K. Et tout ça pour des mesures plus analogiques. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Eh bien, on peut paramétrer différentes choses. Alors, ils facilitent la tâche parce qu'ils vendent des kits de capteurs en fonction des types de moteurs que vous avez. C'est des moteurs 4 cylindres, 6 cylindres, etc., du Rotax et tout le reste. Mais c'est pas trop ce qui nous intéresse. Nous, plutôt, ce qui va nous intéresser, ça va être de savoir comment ça fonctionne. Alors, ils expliquent dans cette page-là qu'il y a trois types d'entrées analogiques. Qu'il y a les entrées de type A, qui sont résistantes par nature, au sens ohmique du terme, pas mécanique. Et tout simplement, d'après ce que j'ai constaté, c'est une alimentation 5 volts sur laquelle on peut paramétrer des pull-ups de différentes valeurs qui sont connectés à l'entrée d'un convertisseur analogique numérique, 12 bits, donc de 0 à 4096 valeurs. Ensuite, vous avez les entrées type B. Alors ça, c'est des entrées type 420 milli, place d'un pull-up un générateur de courant qui va permettre de relever ensuite derrière les consommations du capteur pour déterminer une valeur. Et les entrées type C qui sont tout simplement directement les entrées des convertisseurs puisque c'est dédié au capteur dit actif
qui génère une tension en fonction de la valeur qu'il mesure, comme le MAF, comme le capteur de pression, de température, d'air d'admission, etc. Ce qui se passe, c'est surtout au niveau, donc là oui, là il y a un petit code de couleur qui rappelle les entrées type A, type E, type C. Alors il y en a vraiment qui sont dédiés là pour plus de carburant. Il y a aussi des alimentations disponibles sur certaines broches. Il y a les entrées aussi timer pour les contours et des entrées aussi qui sont plus voltmètre 0 à 30 volts. Les deux premières broches sont des voltmètres, des mesures de tension de 0 à 30 volts avec une résolution toujours de 12 bits, des masses, une entrée ici en broche 4 que l'on va utiliser qui est de type A, et puis tout un tas d'autres entrées telles qu'on voit le code de couleur aussi, celle-ci qui est remarquable. Là en 24-25 puisque ça donne une indication du courant en prenant la mesure de tension en bande d'Ashint, qui est un amplificateur différentiel spécifique pour ça. Voilà vraiment un produit qui offre de multiples possibilités. Donc on voit ici le connecteur DB37. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on va essayer de récupérer les paramètres de fonction mesure de tension et on va attribuer ces propriétés-là à l'entrée 4 et on va voir ce qui se passe. Alors dans votre EFIS, vous pouvez mettre une clé USB et exporter le fichier de configuration que je vais ouvrir. Et si je recherche, chercher chose comme voltage, voilà, je vois que j'ai toute une section ici de voltage measurement qui m'intéresse dans Linux 360. Et dans la doc, il est spécifié aussi que les entrées de type A sont dédiées à faire, par exemple, de la mesure d'un état d'un contact. On va regarder ce qui se passe au niveau contact. Voilà, voilà c'est ça qui m'intéresse. Puisqu'ici, je vois dans cette zone-là, de sensor ici, là, l'identification du type de capteur, capteur de contact, avec tous les ports intéressés, le connecteur 37 broches, donc avec la pin 4, 6, etc. Donc en fait toutes les entrées de type A. Les différents noms que ça peut prendre, la dynamique à afficher, la résolution que l'on veut afficher, l'arrondi éventuellement. Là on voit la gestion de deux groupes de polynômes de quatrième ordre. Nous, on va avoir des fonctions affines relativement simples. D'ailleurs, on voit au niveau du contact, c'est du AX plus B avec du B égale 0 et du A égale 1. Donc, ça retransmet directement la valeur 0,5 volts 12 bits dans ce paramètre-là. Donc, on va copier ça. CTRL copier. On va aller voir du côté voltage, voilà, par là. Et je vais insérer ce truc-là ici. On va plutôt l'intention l'appeler aussi voltage. CTRL 1, fonction, donc là, voltage, fonction, et ben on va prendre aussi, on va copier ça, on va dire que c'est des volts, et tout ça de 0 à 5 volts, puisque c'est configuré, c'est du 5 volts sur lequel on a équipé un pull-up, résolution de 1, arrondi 0,1, et voilà, ça me semble bien. Donc on va enregistrer ça, clac, on va éjecter la clé, et on va regarder comment que ça se passe côté EFIS. Donc voici mon tableau de bord en cours de développement là, avec sa petite trappe. Donc l'EFIS qui est ici, le haut-parleur par le biais du casque pour voir comment fonctionne la synthèse vocale, les ports USB ici avec le Wi-Fi pour se connecter et les clés USB qui me servent à embarquer les cartes, un ruban de voyant ici, dont un voyant là, voilà, qui est l'attention, l'alerte de l'EFIS. Et on va voir comment que ça se passe. Oui, là, ici on voit le module qui a été branché, les connectés, voilà, masse et le fil du port 4 du connecteur 37 broches DB mal là, de l'EMS qu'on voit là, il est derrière, là c'est la LED qui clignote. Alors, on peut regarder derrière comment ça se passe. Clac, clac, clac. Donc les fiches, le boîtier EMS, le GPS. Bon, on va regarder de plus près comment configurer cet EFIS. Les couleurs sont pas terribles, mais on va faire avec. Alors pour entrer dans le menu configuration, on maintient appuyé quelques secondes et on rentre là-dessus. Donc la première chose à faire, c'est d'aller charger notre fichier de configuration qu'on vient de modifier. On charge, est-ce qu'on est sûr? Ok.
Donc c'est bon, on a chargé notre fichier de configuration. Donc on va aller paramétrer l'EMS. Donc l'EMS, on va d'abord, pour le port 4 qui est ici, le choisir et dire que l'on veut prendre une fonction volt qu'on a définie au niveau du capteur. Ici, on va faire select, pour rappeler, on l'appelait voltage, on aurait pu l'appeler 3V3 ou autre chose. Et on va lui donner un petit nom ici, on va l'appeler un truc custom, hein, sinon on aurait pu le prédéfinir dans le fichier. Donc là on va l'appeler, mettons, KV11. Hop, et ben, on accepte, on sauvegarde. Donc on vient là de paramétrer notre capteur. Donc on va ensuite définir le layout. Alors, on a trois layouts disponibles, soit une partie 20%, soit une partie 50%, soit une partie 100% de configuration. Donc on va plutôt faire la partie 20%. Donc voilà. Donc là, on voit qu'on a déjà des capteurs que j'ai mis, des capteurs de trim, des choses comme ça. Donc on va rajouter un capteur ici, sensor. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on a disponible? On a disponible KV11. Donc on va prendre KV11, accept, et on va lui faire changer de look. Là voilà, moi ça me va bien ça comme chose. Ok. Alors, est-ce qu'on peut l'avoir en plus grand? Ah, parfait. Est-ce qu'on peut le bouger? Voilà. On le déplace. Et je vais le mettre un peu plus bas. Voilà. Ici, ça ira très bien. Allez, le mieux étant l'ennemi du bien. On va sauvegarder ça. Donc là, on a fait notre layout. Et si on regarde, j'ai bien mon capteur qui est ici. Alors, bien sûr, si je prends un autre layout, voilà, c'est inversé, c'est bon. Voilà, je peux le mettre en place. Donc tant qu'on est en 20%, j'ai mon capteur. Mais si je passe à 100%, c'est pas bon. C'est du 50%, on l'a pas non plus. Donc pas cool, on a configuré que la version 20% d'écran. Alors maintenant, si je fais varier mon potentiomètre, qu'est-ce qui se passe? Je fais monter, hop, 3 volts 4, et à 0, il n'est pas 0, il est à 0 volts 3. Je vois aussi que j'ai plusieurs zones, là, une zone bleue, une verte, une orange, une rouge. Alors tout ça, ça se paramètre. Tac, on rentre là-dedans, on va aller voir dans le MS, et c'est dans les paramètres des capteurs. Pour mon capteur 4V11, je peux avoir des alarmes. Alors, on va en programmer une pour voir ce que ça donne. Une self-clear. Alors ça, c'est un type d'alarme qui, lorsque les paramètres redeviennent normaux, l'alarme s'éteint automatiquement. Latching, c'est qu'il faut une action du pilote pour acquitter l'erreur. Donc ensuite, qu'est-ce que l'on a? On a, oui, on va aller de 0 à 5 volts. Est-ce qu'on veut voir les unités? Oui. Et là, on voit en fin de compte les différentes zones. Là, on voit que pour la bleue, c'est paramétré de 0 à 1 volt. Pour la verte, de 1 volt à 2 volts. Pour la orange, de 2 volts à 3 volts. Et pour la rouge, voilà, de 3 volts à 5 volts. Ce qui me va bien. Donc, on va laisser ça comme ça. OK. Donc, on revient, on sort de là. Et on va regarder ce qui se passe. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si maintenant j'augmente la valeur et que j'arrive dans le rouge? Hop. Voilà. J'ai une alarme avec le clignotement de ce qui se passe. J'ai la LED aussi là-haut qui clignote pour me dire que ça va pas. Donc j'ai vraiment une alerte complète du problème. Voilà. Et dès que la valeur de tension redevient normale, voilà, l'alerte disparaît. Alors je ne sais pas si on entend. Engine monitor. Voilà, on a une alerte sonore comme quoi il y a un problème. Engine monitor. Ça serait assez difficile de rater l'alarme. Bon, maintenant on va regarder pourquoi ici au max on a 3 volts 4 et au min
on a 0,3 volts. Donc on peut aller dans le menu EMS et d'aller voir les sensors debug data. Donc on voit ici notre entrée qui nous intéresse, la valeur en LSB, donc on voit qu'il a déjà 269 LSB de mesure, c'est assez facile de calculer, hein, puisque si on veut retrouver la valeur ici en tension, on fait 269 x 5 divisé par 4, 4095, et on obtient la valeur ici lue. Et comme il n'y a pas de correction, la valeur d'entrée et la valeur de sortie est la même. Hein. Rappelez-vous, on a mis un coefficient de 1 partout, donc il n'y a pas de changement. Alors pourquoi ici on a une tension? Eh bien tout simplement parce qu'il y a un pull-up de 10K, et ce pull-up de 10K en série avec la résistance de 680 ohms du filtre, donne cette chute de tension. Voilà, tout simplement. Donc on peut être astucieux en relevant ces deux valeurs-là. Donc la valeur quand le potentiomètre est complètement à 0, donc on lit 269 et surtout on lit la tension 0.3284 volts. Et quand on est au maximum, on voit, on va retenir 3.4241 en tension pour la valeur maximum. Et on va aller voir à peu près comment on peut être astucieux pour résoudre ce problème. Alors, dans ce tableau Excel, on voit les différents paramètres, donc le RC du PWM, là, 680 ohms et 470 nanos. La carte d'évaluation du KV10 est alimentée en 3 volts 3, l'EFI 105 volts, les ADC de l'EFI sont codés de 0 à 4095, et il y a, d'après ce qui est dit dans la notice, 10 kOhms de pull-up relié aux 5 volts de l'EFI. Donc en regardant une paire de valeurs, avec le PWM à 0, on a 0 volts, mais les fils, du coup, du fait de ces paramètres-là, on arrive à reconstruire le pont diviseur et à voir la valeur théorique de la tension que l'on obtient en tenant compte de la résistance du RC et du pull-up. Et pareil, lorsqu'on a le PWM à 100%, où on devrait avoir normalement 3,3 volts et on a 3,4 volts. Alors ça, c'est des valeurs théoriques. On pourrait à partir de là avoir des coefficients A et B et puis les rentrer, mais en pratique on a relevé, nous, lorsque le PWM est à 0, pas 0,31 volts, mais 0,3284, et pour la valeur 100%, 3.4241 à la place de 3,40. Alors si on veut être plus précis, on va prendre les valeurs que les fils mesurent, donc on va rentrer cette valeur-là, celle-ci, et on sait que pour cette valeur-là, nous ce qu'on veut afficher, c'est 0 volts. Et que pour cette valeur-là, quand le PWM est à fond, on va afficher 3 volts 3. Donc à partir de là, on peut faire nos coefficients A et B de nos droites affines de correction, ou polynômes de premier degré, si on veut parler plus mathématiques. Donc ici, on a les calculs de la pente, et là, des coefficients en prenant les deux valeurs ici du PWM 0 et 1. Donc, on peut même vérifier là que en prenant une valeur, par exemple ici, si j'ai 2 volts de mesuré, en réalité, ça représente 1,78 volts. Et ces coefficients-là, on va donc pouvoir les rentrer dans la table de correction du capteur. Donc, si je regarde, voilà, notre capteur, alors, on l'avait appelé voltage quelque chose, voltage tout court, voilà, c'est celui-ci, puisque là, on a récupéré les infos de contact avec toutes les entrées de type A. Et c'est ici que l'on va mettre les coefficients qui vont bien. Donc, hop, là, mon coefficient A copié, là, collé. Et pour le coefficient B, la même chose, copié. Et ici, coller. Voilà, et là on a notre correction du polynôme de premier degré. On enregistre, hop, on ferme tout ça, et rendez-vous devant les fils. Alors pour entrer dans le menu système, c'est toujours pareil, on appuie là-dessus, on va aller charger notre nouveau fichier de configuration, et on va voir directement dans le MS, sensor data debug, pour P4, qu'est-ce qui se passe? Et bien là, on voit cette fois-ci que les valeurs sont bien corrigées. Parce qu'entre les valeurs d'entrée et de sortie, j'ai bien une différence. Alors, est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Si je mets tout à 0
eh bien j'ai bien 0, alors qu'il mesure une certaine valeur. Et si je mets tout à fond, voilà, j'ai bien 3 volts 3. C'est nickel. Donc là, si je regarde la jauge, voilà, voilà, j'ai bien tout le fonctionnement qui va bien. C'est génial, non? Donc à partir de là, on peut vraiment configurer tous les capteurs qu'on veut, les disposer comme cela nous intéresse, et en plus, on pourrait avoir une pleine page avec que les capteurs moteurs, ce qui va faciliter grandement la supervision de l'ECU. Alors regardons le cas du tachymètre pour avoir l'information du régime moteur. On voit dans les différents types d'entrées qu'ici là il y a RL, RR, il y a des entrées dédiées marquées en gris sur le connecteur donc de l'EMS. Et si on regarde où ça se trouve, voilà, on a ça ici, pin 32, 33, 34 et 35. On voit qu'il y a deux types d'entrées, des entrées standards et des entrées low voltage. C'est ce qui va nous intéresser d'ailleurs. Donc c'est la pin 34. Donc on prend ça en note. Il va falloir simuler le signal issu d'une prise de régime sur le moteur. Alors c'est un moteur 4 temps, 4 cylindres, ça veut dire que il y aurait 2 explosions par tour, donc 2 impulsions, si c'était un moteur essence, 2 impulsions d'allumage par tour. Alors si on calcule un petit peu ça, je vais dire que je vais utiliser un timer pour générer ces pulses-là. 2 pulses par tour moteur, donc si on veut genre une plage de 0,6000 tours minute, bah, il faut aller de 0 à 200 Hz au niveau du signal. Et si on prend un pulse qui correspondrait à une information d'allumage, mais on est sur un diesel donc on s'en fout, mais si on doit en recréer un, et qu'on veut une résolution admettons de 10 tours par minute, ça veut dire qu'entre 5900 tours par minute et 6000 tours par minute, il y aura entre 199,67 enfin 0,666 Hz et 200 Hz, ce qui fait un écart entre ces deux valeurs de régime de 8,3 microsecondes. Si on prend un prescaler qui va dans ce sens-là, bah, on se rend compte que pour faire ces 8,3 microsecondes avec une horloge à 50 MHz, on aurait 417 périodes, mais comme au maximum on peut avoir un prescaler de division par 128, bah, on retient le maximum qui est 128. Donc avec ce diviseur de 50 MHz par 128, qu'est-ce qu'on va avoir comme dynamique au niveau du timer? Donc la valeur max que pourra prendre le timer, ça va être 65 536 fois 128 divisé par 50 mégas, soit 168 millisecondes, et ça correspond à 179 tours par minute minimum. Donc on ne pourra pas afficher de valeur au niveau du régime moteur inférieure à 179 tours par minute. Normalement, un régime moteur au ralenti, c'est au-delà de 700 tours, donc c'est pas un problème. Alors si on veut maintenant faire un pulse de 1 milliseconde dans ces conditions-là, bah, 1 milliseconde, ça correspond à 390 LSB, 390 impulsions d'horloge de 50 MHz divisé par 128, et 6000 tours par minute qui correspond à 200 Hz. 200 Hz c'est 5 millisecondes, ça correspond à 1953 cycles d'horloge de 50 MHz divisé par 128. Donc on va paramétrer tout ça au niveau du timer. Donc on va le configurer en module pas PWM, enfin c'est la même configuration que le PWM, si ce n'est que là, cette fois-ci, au niveau du pulse, va être fixé donc à 1 milliseconde, et on va simplement modifier la fréquence du timer avec ce registre-là. Alors on va modifier la valeur du timer de ce registre-là en tenant compte d'un petit calcul quand même. Donc ça veut dire que si on a un potentiomètre pour faire les essais, je prends toujours un potentiomètre, ensuite on aura les valeurs issues des trames, mais pour faire un essai, j'ai un potentiomètre donc, qui va avoir une tension de 0 à 3 V 3 convertie en valeur 12 bits. On va avoir des valeurs qui peuvent être comprises entre 0 et 4095. Donc si je fais associer à la position du potentiomètre à 0 V, je vais lui faire associer 6000 tours minute, et au maximum 179 tours par minute, qui va correspondre à des valeurs timer de 1953 et de 65 536, comme on l'a vu précédemment dans ces estimations ici de calcul. Donc à partir de là, on va élever à 2 exposants 16 les coefficients qu'on va calculer. Donc le coefficient A, c'est toujours pareil, c'est toujours des droites affines, et les coefficients B.
Donc à partir de là, on va élever à 2 exposants 16, qui va donner 2 valeurs, et on va vérifier qu'avec cette multiplication pour augmenter la résolution des tours par minute, on ne vient pas déborder la valeur d'un mot de 32 bits. Et ici, on voit, on ne déborde pas puisqu'on reste ici, configuration de mots de 32 bits. Donc c'est bon, on peut prendre ces coefficients-là en toute sécurité, qu'on va intégrer donc au programme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors déjà, dans un premier temps, je n'avais pas trouvé d'utilité à la LED bleue, mais dans un second temps, j'en ai trouvé une. Alors ici, on est dans la routine d'interruption du LPTMR qui va être active à chaque fois qu'il n'y aura pas d'activité sur le port série au-delà de 80 millisecondes. Et ça va se répéter donc toutes les 80 millisecondes. Si on n'a plus du tout de signal, bah, toutes les 80 millisecondes, on aura cette interruption-là. Donc là, on va mettre un compteur qui va être un compteur intertram ici. Et dès lors qu'il dépassera une certaine valeur, donc si ça fait 7 fois 80 millisecondes qu'on n'a pas de signal, à ce moment-là, on va considérer qu'on a un délai qui est trop important et on va, en plus d'initialiser ce compteur-là, on va initialiser toutes les valeurs de mesure issues des trames précédentes. Comme ça, on repart à 0 et on aura toutes les valeurs d'acquisition égales à 0, qui correspond à une situation où on n'a plus d'informations. Et de plus, on va allumer la LED bleue. Si on allume la LED bleue en cas de débordement, il ne faut pas oublier non plus de l'éteindre quand il n'y a pas de débordement, ce qui va être fait dans la routine de réception des octets issus des trames. Et ça, on va voir ça, LED bleue éteinte là, dès lors qu'on reçoit une trame valide, il n'y a plus de raison d'allumer la LED bleue. Maintenant, mon programme qui avant faisait un Toto GoToToto, il fait un peu plus de choses. J'ai créé un fichier exprès pour l'isoler de la phase d'initialisation. Donc on va aller chercher la valeur du potentiomètre. On va regarder si on est en butée. Si on est en butée, on va carrément arrêter le timer. Donc il n'y aura plus du tout de signal de sortie. Donc là, le régime sera normalement interprété à 0 par les fils. Et sinon, on vient, par rapport à la valeur du potentiomètre, appliquer le coefficient A et B pour aller paramétrer la valeur du modulo de FTM5. Ensuite, on déclenche la synchronisation à chaque cycle pour ne pas avoir des sauts un peu erratiques au niveau du signal du canal 0 de FTM5. Donc voilà, ça fait ça, 3 fois par seconde, ça va faire cette boucle-là de mise à jour du timer en fonction de la valeur du potentiomètre pour avoir une information de régime. Alors voilà le résultat de la programmation. Donc là, il n'y a pas de trame sur le capteur, donc la LED est bleue. Si je ramène un signal issu de la fibre optique, si j'amène un signal, à ce moment-là, les trames sont validées. Si je reçois des mauvaises trames, ça va s'alimenter en rouge, s'illuminer en rouge plutôt. Et s'il n'y a plus de trame, ça s'illumine en bleu. Alors là, on voit sur ce fil-là, qui est PTC10, qui est la sortie FTM5 CH0 du PWM, en fonction de ce que je vais mettre. Là, le potentiomètre est à 0, donc j'ai 0 signal. Donc si je tourne le potentiomètre, voilà, je commence à avoir du signal, et plus je fais tourner le potentiomètre, plus la fréquence varie. Voilà. Et si on regarde de près à quoi correspond l'impulsion, voilà, 250 microsecondes, 1, 2, 3, 4 carreaux, donc c'est bien des pulses de 1 milliseconde, répétées à certaines fréquences. Alors la fréquence max, hop, on a ce qui correspond à 6000 tours par minute. Voilà. Donc là on est au max. Ça fait dans les 5 millisecondes, c'est bien ce qu'on avait prévu. Et au minimum, on est à 0. Et si on essaye d'avoir une petite valeur, voilà, enfin une petite valeur au niveau du potentiomètre, donc la plus grande valeur au niveau du PWM, on est à 168, 170 millisecondes, ça correspond bien à ce qu'on avait estimé, donc parfait. Donc on va aller brancher ça sur les fils et voir comment ça se comporte. Donc là on ajoute simplement le signal sur la broche P34 de l'EMS de l'EFIS. Alors on entre dans le menu de configuration, on va demander à l'EMS d'aller mapper sur P34
quelque chose qui est déjà prédéfini, qui a un capteur de tachymètre. Ici, on n'a qu'un choix de capteur. Et là, au niveau du nombre, on va l'appeler tac. Voilà. On sauvegarde. Au niveau du layout, 20%, hop, on va rajouter un capteur, le seul qui n'est pas mis. Alors c'est facilité parce qu'il y a une petite étoile à chaque fois que le capteur a déjà utilisé. Donc on voit que tac n'est pas utilisé. On va prendre celui-ci. Bon, ça c'est pas beau du tout. On va essayer de prendre quelque chose de plus sympatoche. Ça c'est pas mal. Au niveau de la taille, voilà, un petit comme ça, c'est rigolo. On va le placer là. Hop, on sauvegarde. On va aller le configurer. Donc c'est le tac. En alarme, on va mettre une seule fin. On va aller à 4500 tours, ça me va bien. À 0, on va voir les unités. La zone bleue de 0 à 1000 tours, ok. La zone verte de 1000 à 3700 tours, ok. La zone orange de 4000 à 3007, ok. Et la zone rouge entre 4000 et 4005, ok. Et pas de cinquième zone. Donc parfait, tout est déjà bien programmé. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est d'aller calibrer au niveau hard, au niveau de l'EMS, ce menu spécifique au tachymètre, où là, on met bien 2 impulsions par tour moteur pour avoir une compatibilité avec un moteur 4 temps 4 cylindres, tel que le PWM a été programmé d'ailleurs. Ok, le potentiomètre là était à 0. Si je l'augmente tout doucement, je vois les valeurs, et la valeur minimum qu'on peut obtenir, tiens d'ailleurs on remarque qu'il s'incrémente que de 10 tours en 10 tours par minute, et que si j'essaye de joindre le minimum, 290 tours, 180, et normalement en dessous de 180, hop, je tombe à 0 parce que mon timer ne peut pas définir des impulsions plus grandes. Je tourne, ok, je continue à tourner le bouton, donc le régime augmente. Alors ça va de plus en plus vite, puisque c'est un rapport inverse. Hop, voilà, et là on voit, j'étais un peu trop généreux. Donc ouais, ok, donc ça fonctionne. Donc au maximum, 5800 tours, on visait 6000, donc on n'est pas loin. Donc ça correspond bien à ce que on a estimé. J'ai un peu de mal. Il y a une espèce d'intégration qui se fait au niveau de l'affichage ici. Donc il y a une espèce il doit faire la moyenne des infos sur plusieurs cycles. Ce que je vois par rapport à la rotation du bouton, il met un certain temps. Donc là je tourne un petit peu. Hop, là on voit. Voilà, ok, ça marche bien. Alors ce qui est intéressant aussi, au niveau de la synthèse vocale, comme on a paramétré une alarme, on a vraiment cette fois-ci pas une alarme moteur générale, mais vraiment engine speed, donc vitesse moteur. On a cette fois-ci, au niveau de la synthèse vocale, la vraie définition du problème. Ok. Donc voilà. Donc tout fonctionne. Donc là, on est à mesure de transférer tous les paramètres de l'ECU vers le SkyView, que ce soit des valeurs analogiques, que ce soit des valeurs en fréquence. Donc on a vraiment toute une solution complète pour afficher totalement tous les paramètres moteurs. Et en plus, comme Dynon bénéficie d'une douzaine d'entrées de sondes thermocouple J ou K, on va pouvoir relever tout un tas de températures sur le moteur pour vérifier que tout est conforme.